Elle fut la femme qui, sans jamais réellement l'avoir cherché, révolutionna l'écran. Une tornade de boucles blondes, d'une sensualité brute et assumée, Brigitte Bardot n'a pas seulement réécrit les règles de la célébrité, elle s'en est délibérément détournée. Ses sourires ont déclenché des scandales, ses films ont gravé à jamais l'histoire du cinéma français, et ses chansons sont devenues des hymnes inattendus à la libération, résonnant bien au-delà des hit-parades. Mais derrière l'éclat aveuglant des projecteurs, se cachait une femme en quête de quelque chose de bien plus calme, de plus profond. Aujourd'hui, à 90 ans, elle vit entourée non pas des caméras qu'elle a fuies, mais des créatures qu'elle a juré de protéger. Comment une telle icône a-t-elle choisi de dépenser une fortune que d'autres auraient décuplée? Qu'est devenue la star planétaire une fois les feux de la rampe éteints? Et à quoi ressemble vraiment sa vie en 2025, derrière les grilles protectrices de son refuge tropézien? Construire une fortune sur sa beauté et sa rébellion. Brigitte Bardot n'a jamais, au grand jamais, suivi le scénario que d'autres avaient écrit pour elle. Née un 28 septembre à Paris, au sein d'une famille catholique bourgeoise stricte, elle grandit dans un monde où privilèges rimaient avec contraintes étouffantes. Son père, Louis Bardot, industriel rigoureux, et sa mère, Anne-Marie Toty-Musel, imposaient des attentes implacables en matière de bienséance et d'obéissance. Inscrite dès l'âge de 7 ans au Conservatoire de Paris pour une formation de ballet classique, la jeune Bardot semblait destinée à un raffinement académique, pas à la rébellion incandescente. Mais déjà, enfant, elle se sentait prisonnière. Une cage dorée, même luxueuse, restait une cage. À seulement 18 ans, sa vie prend un tournant radical, une véritable déflagration, lorsqu'elle épouse le jeune cinéaste Roger Vadim. Leur romance juvénile, scandaleuse aux yeux de sa famille conservatrice, devint paradoxalement la matrice, le creuset incandescent de sa légende cinématographique. En 1956, Vadim la dirige dans Et Dieu créa la femme, un film sensuel, gorgé de soleil, tourné à Saint-Tropez. Le rôle fut explosif, une bombe à retardement pour les mœurs de l'époque. Ses danses fiévreuses, son corps libre de toute entrave et son refus obstiné de la honte bouleversèrent les conservateurs, tout en électrisant une génération d'après-guerre avide de renouveau, de liberté. Brigitte Bardot n'était plus une simple débutante parisienne. Elle était devenue une icône mondiale, une force de la nature. Dès lors, le phénomène Bardot déferla sur l'Europe et les Amériques. Elle enchaîna les tournages à un rythme effréné durant les années 1950 et 1960, collaborant avec des réalisateurs d'élite, Jean-Luc Godard dans Le Mépris, Henri-Georges Clouzot dans La Vérité, ou encore Louis Malle. Son charisme semblait inné, sa sensualité d'une naturalité désarmante. Elle devint le symbole non seulement de la beauté, mais aussi de l'insoumission, du je ne sais quoi indomptable. Une femme qui, à la différence de tant d'autres, exigeait d'être vue et aimée selon ses propres termes. Et cela paya, au sens le plus propre du terme. Bardot devint rapidement l'une des actrices les mieux rémunérées d'Europe, percevant des cachets astronomiques. Pour Le Mépris, on estime qu'elle a touché environ 500 000 francs, une somme colossale pour 1963. À la fin de sa carrière cinématographique, elle avait accumulé plusieurs millions de francs, sans compter les revenus de sa carrière musicale et des contrats publicitaires. Ses projets musicaux, souvent dénigrés par la critique élitiste, connurent un franc succès commercial. La Madrague en 1963 s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires, et son duo Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg est devenu un hymne culte à travers l'Europe, défiant les conventions. Mais ce qui frappe le plus, ce qui est véritablement sidérant, c'est ce que Bardot a refusé. Elle rejeta à maintes reprises les offres pharaoniques d'Hollywood, même lorsque les studios lui proposaient un chèque en blanc. On la courtisa pour jouer aux côtés de géants comme Frank Sinatra, Marlon Brando ou Elvis Presley, et on lui proposa des rôles dans des films iconiques comme The Pink Panther ou My Fair Lady. Elle déclina tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas quitter la France. Elle ne voulait pas devenir une version édulcorée, façonnée par d'autres, d'elle-même. Malgré sa popularité immense et son potentiel commercial vertigineux, Bardot s'intéressait étonnamment peu à l'accumulation ou à la gestion de sa richesse. Le biographe Yves Bigot dira plus tard, si la fortune de Bardot avait égalé sa célébrité, elle serait milliardaire aujourd'hui. En effet, elle aurait pu bâtir un empire financier tentaculaire, mais elle n'en voyait absolument pas l'intérêt. Son argent fut investi dans ses propriétés, dans le bien-être de ses animaux et dans ses passions personnelles, jamais dans de froids portefeuilles d'actions ou des montages financiers complexes. À la fin des années 1960, Bardot possédait non seulement la légendaire villa La Madrague à Saint-Tropez, mais aussi la Garrigue, une seconde propriété nichée dans les collines au-dessus de la ville, ainsi qu'une petite maison discrète à Paris.
Elle conduisait des voitures de luxe qui firent la légende, une Rolls-Royce Silver Cloud blanche de 1962, une Jaguar Type, et fut souvent photographiée dans sa Maserati Ghibli, autant de symboles d'une opulence certaine. Pourtant, elle portait cette richesse avec une légèreté déconcertante, apparaissant parfois pieds nus, même au volant de sa Rolls. En 1973, à seulement 39 ans, elle choqua le monde entier en annonçant sa retraite définitive du cinéma. Elle tourna son dernier film, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trouchemise, et disparut à jamais des tapis rouges. La raison, énoncée avec une clarté poignante, j'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je vais donner ma sagesse et mon expérience aux animaux. Ce fut le début d'une nouvelle vie, financée non par de nouveaux revenus, mais par cette fortune qu'elle avait si discrètement bâtie à travers sa rébellion. De milliardaire potentiel à millionnaire réticente, l'histoire financière de Bardot n'est pas celle de la maximisation de la valeur, mais celle de sa redirection, de son sacrifice. Des plateaux de cinéma aux refuges animaliers, des contrats de disques aux causes morales impérieuses. Dans un monde obsédé par le luxe pour le luxe, elle a traité l'argent non comme une récompense ultime, mais comme un simple outil. Et ce faisant, elle a transformé sa fortune, modeste selon les standards des plus grandes célébrités, en quelque chose de bien plus durable que la célébrité éphémère. Transformer la Madrague en sanctuaire de solitude. Blottie sur la Côte d'Azur, à l'écart du tumulte glamour de Saint-Tropez, se dresse une villa devenue aussi emblématique que sa propriétaire. Connue sous le nom de la Madrague, cette demeure blanchie à la chaux, surplombant la mer, est bien plus qu'une maison. C'est une forteresse de paix, un sanctuaire impénétrable. Bardot acquiert la propriété au début des années 1950, alors que Saint-Tropez n'est encore qu'un village de pêcheurs endormis. À l'époque, le terrain est modeste, la maison sans prétention. Mais au fil des décennies, tandis que Bardot se retire de la scène publique, la Madrague devient un havre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des centaines d'animaux abandonnés, malmenés ou secourus. Elle y laisse rarement entrer les caméras, privilégiant la discrétion absolue au faste du luxe. Pourtant, on sait que la Madrague est entourée de jardins luxuriants, de terrasses ombragées et de clôtures conçues non pas pour tenir les gens à distance, mais pour protéger les dizaines de chiens, chats, chèvres et même cochons secourus qui y vivent en liberté, comme une arche de Noé. Beaucoup de ces animaux ont été adoptés personnellement par Bardot, à l'image de son chien adoré, décédé en avril 2024, une perte qui l'a profondément et publiquement affecté. La Madrague est son refuge depuis plus de 60 ans, un monde à part, loin des salons parisiens et des plateaux hollywoodiens. Et si d'aucuns voient aujourd'hui une propriété immobilière valant plusieurs millions d'euros, pour Bardot, elle incarne une métamorphose profonde. Lorsque les financements de sa fondation se sont faits plus rares, elle est même allée jusqu'à hypothéquer la villa, preuve ultime que ses convictions ont toujours primé sur le confort matériel, sur la sécurité financière. Dans les dernières années de sa vie, la Madrague reste à la fois un palais de souvenirs et un sanctuaire vivant, l'expression physique de tout ce qu'elle est devenue après avoir cessé d'être simplement bébé. Brigitte Bardot n'a jamais voulu jouer selon les règles du star system. Dans une industrie où l'image fait loi, où la richesse est souvent l'objectif principal, elle s'est retirée volontairement, à plusieurs reprises et à un immense coût financier. Ce qui aurait fait de certains des milliardaires n'était pour elle qu'une perspective profondément inconfortable. Elle n'a pas vendu de parfum à son effigie. Elle n'a pas prêté son image à des marques de mode ostentatoire. Elle n'a pas licencié son nom pour des produits dérivés, des tournées mondiales ou des projets hollywoodiens égocentriques. Même lorsque Time Magazine l'a qualifiée de femme la plus photographiée du monde, Bardot a repoussé, avec une détermination farouche, les offres commerciales qui auraient pu transformer sa célébrité en un empire mondial sans équivalent. Dès les années 1960, les studios américains et les annonceurs la courtisaient sans relâche. On lui proposait des contrats de plusieurs millions de dollars pour apparaître dans des productions américaines, participer à des talk-shows grand public et représenter de grandes marques. Mais comme l'a révélé son biographe Yves Bigot dans Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse au monde, elle refusa pratiquement toutes les propositions les plus brillantes qui s'offraient à elle. Elle ne voulait pas être achetée, instrumentalisée. Ses raisons n'étaient pas seulement sentimentales, bien que son attachement profond à Roger Vadim l'ait rendue réticente à quitter la France, mais aussi profondément philosophique. Bardot craignait qu'Hollywood ne l'engloutisse, ne lui vole son autonomie et n'emprisonne la liberté qu'elle avait passé sa vie à défendre. Trop loin, trop dangereux, aurait-elle dit. Je ne voulais pas perdre ma liberté et je ne voulais pas quitter Vadim. Une telle défiance face à la logique capitaliste lui a coûté cher, financièrement parlant.
Selon Bigot, si le succès financier de Bardot avait suivi le rythme de sa renommée internationale, sa fortune aurait été colossale, comparable à celle de Sophia Loren ou Elizabeth Taylor, qui ont, elles, monétisé leur beauté et leur prestige par des investissements stratégiques et des accords commerciaux. Bardot, elle, n'a jamais suivi ce chemin balisé. Aucun conseiller financier ne lui soufflait des idées de revenus passifs mirobolants. Aucun contrat de licence n'était signé avec des multinationales. Aucune ligne de vêtements à son nom n'était lancée. Elle voyait le mercantilisme comme un piège, une prison dorée, et ne voulait rien en savoir. À la place, elle a consacré ses moyens financiers, considérables pour la plupart des mortels, à des causes qui lui tenaient viscéralement à cœur. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux, un tournant majeur, presque sacré, dans sa vie. Pour la soutenir, elle prend l'initiative extraordinaire de vendre une grande partie de ses biens personnels, objets de famille chargés d'histoire, tableaux rares, bijoux précieux, meubles sur mesure, presque tout fut mis aux enchères pour construire quelque chose de nouveau, de durable. Et elle ne s'arrête pas là. Lorsque la fondation traverse des périodes difficiles, Bardot va jusqu'à hypothéquer sa chère villa, la Madrague, utilisant sa valeur pour financer des missions de sauvetage et des campagnes de stérilisation à travers la France et à l'étranger. En 2020, sa fortune était estimée à environ 65 millions de dollars américains, soit environ 54 millions d'euros. Bien que cette somme puisse sembler importante pour le commun des mortels, elle est dérisoire comparée à ce qu'elle aurait pu amasser si elle avait accepté toutes les opportunités qui se présentaient. De la fin des années 1950 au début des années 1970, elle était sans doute l'un des noms les plus rentables du cinéma européen. Sa marque indomptée, sensuelle, iconoclaste aurait pu tout vendre. Mais Bardot traitait la richesse comme elle traitait la célébrité, avec une méfiance inébranlable. En réalité, une grande partie de sa fortune actuelle est immobilisée non pas en actifs liquides ou en portefeuille de luxe, mais dans l'immobilier et les actifs de sa fondation, qui a reçu l'essentiel de ses dons. Elle a clairement déclaré, par documents légaux et annonces publiques, que la majorité de son héritage irait à la fondation après sa mort. Son unique fils, Nicolas Charrier, recevra la part minimale imposée par la loi française, probablement une fraction symbolique par rapport à ce que la fondation héritera. Bardot n'a jamais caché que sa relation avec son fils est depuis longtemps distante et que sa loyauté affective appartient d'abord et avant tout aux animaux. Peut-être que la plus grande ironie de la vie de Bardot est d'être devenu un symbole universel de la beauté physique, tout en rejetant presque toutes les voies par lesquelles cette beauté est habituellement exploitée, monétisée. Elle a un jour déclaré « J'ai toujours vécu selon mes instincts, jamais pour plaire aux autres. » Et cela se voit, que cet instinct l'ait poussé à abandonner une carrière à son apogée ou à investir des millions dans la cause animale plutôt que dans des portefeuilles immobiliers ronflants. Sa fortune est devenue un miroir, non pas de ce que le monde attendait d'elle, mais de ce qu'elle était vraiment au plus profond d'elle-même. Aujourd'hui, elle vit toujours modestement selon les standards de la célébrité. Elle n'est pas entourée d'assistants personnels ou de chauffeurs privés. Il n'y a pas de yacht à son nom amarré à Monaco, ni d'empire estampillé Bardot décliné en 1000 produits. Mais ce qui subsiste, c'est une forme de richesse morale, d'une valeur inestimable, acquise non par des revenus passifs ou des stratégies financières avisées, mais par le sacrifice de soi et une conviction inébranlable. Sa vie et sa fortune sont devenues une protestation silencieuse mais puissante, et cette protestation reste son héritage le plus durable. Dépenser des millions pour donner une voix aux animaux. En 1986, Brigitte Bardot prit une décision qui allait redéfinir à jamais son image publique et son destin personnel, une décision qui sonnait comme un acte d'amour inconditionnel. À seulement 52 ans, encore sous les projecteurs, et indéniablement riche, elle choisit de consacrer sa fortune restante à une cause que peu de célébrités prenaient alors réellement au sérieux, les droits des animaux. La fondation Brigitte Bardot, fondée cette année-là, ne vit pas le jour grâce à un simple soutien d'entreprise ou par vanité de célébrité. Elle débuta par un acte douloureux de sacrifice personnel. Bardot vendit une grande partie de ses biens privés pour financer sa création. Des antiquités familiales aux tableaux rares, en passant par des bijoux précieux et des meubles sur mesure, souvenirs d'un passé glamour, presque tout fut mis aux enchères, non pas pour accumuler, mais pour construire quelque chose de nouveau, de plus grand qu'elle. Elle ne cherchait pas les applaudissements, elle construisait un héritage destiné à survivre bien au-delà de sa carrière cinématographique. La fondation grandit rapidement pour devenir l'une des organisations de protection animale les plus influentes et les plus vocales d'Europe. Ses premières victoires furent significatives, marquant un tournant.
En quelques années à peine, le lobbying infatigable de Bardot permit d'interdire l'importation des peaux de bébés phoques en France. Une décision qui résonna dans toute l'Union européenne, incitant d'autres pays à revoir leur politique. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, mais d'une campagne ciblée et efficace combinant pression politique intense, visibilité médiatique calculée et alliance stratégique avec des législateurs et des vétérinaires engagés. Avec Bardot comme figure de proue infatigable et passionnée, la Fondation milita également pour l'utilisation obligatoire de pistolets d'étourdissement dans les abattoirs français, réduisant considérablement la souffrance animale lors de l'abattage. Elle défendit avec ferveur la stérilisation des chats et chiens errants à travers le sud de l'Europe, où la surpopulation animale était souvent traitée par des massacres de masse brutaux. Elle prit la parole fréquemment et avec une passion indomptable contre la corrida, le braconnage, l'élevage industriel intensif et le commerce international d'animaux exotiques. Bardot ne se contentait pas de signer des pétitions. Elle écrivait directement au président, aux ministres et même au pape, exigeant que la souffrance animale soit reconnue et traitée au plus haut niveau du pouvoir. Son engagement, toutefois, eut un coût personnel et financier énorme. Au fil des décennies, Bardot injecta des millions d'euros de ses propres fonds pour assurer la survie de la fondation. Lorsque les dons publics ou privés diminuaient, elle puisait sans hésitation à nouveau dans ses comptes personnels, parfois jusqu'à l'épuisement. Au début des années 2000, elle aurait même hypothéqué sa maison bien-aimée, la Madrague, pour maintenir les opérations en cours et garantir que son refuge de Saint-Cadou en Bretagne puisse continuer à sauver des animaux maltraités et abandonnés. Par moments, son domaine de la Garrigue servit aussi de centre de réhabilitation pour du bétail négligé et des espèces exotiques confisquées à des propriétaires illégaux. En 2025, la Fondation Brigitte Bardot fonctionne avec un budget de plusieurs millions d'euros, avec plus de 60 campagnes actives en France et à l'étranger. Elle soutient des dizaines de refuges, finance des formations vétérinaires et des cliniques de stérilisation dans des pays aussi éloignés que la Roumanie, le Maroc ou l'Inde. Elle maintient une présence permanente au Parlement européen à travers son lobbying intense sur l'expérimentation animale, les élevages à fourrure et la réglementation du transport d'animaux vivants. Son département éducatif collabore avec les écoles françaises pour initier les enfants à l'empathie envers les animaux et aux responsabilités liées à la possession d'un animal de compagnie. Bien que Bardot se soit retiré depuis longtemps de la scène publique, surtout après une série de controverses liées à ses prises de position politiques parfois clivantes, son engagement pour le bien-être animal est resté incontesté, pur. Les critiques peuvent s'opposer à ses opinions politiques, mais rares sont ceux qui remettent en question l'authenticité ou la profondeur de ses sacrifices. Contrairement à beaucoup de célébrités qui associent leur nom à des causes sans renoncer au confort ou à la richesse, Bardot donna presque tout ce qu'elle possédait. Les analystes financiers estiment que plus des 2/3 de ses revenus à vie, peut-être plus de 40 millions d'euros, ont été consacrés directement ou indirectement à la fondation. Cela inclut les revenus de ses droits d'auteur, de ses biens immobiliers, ainsi que la vente de ses objets de luxe. Aujourd'hui, à 90 ans, Bardot continue de publier des communiqués passionnés par l'intermédiaire de la fondation, et son fils Nicolas Charrier ne devrait pas hériter de la majeure partie de son patrimoine. Le droit successoral français garantit aux enfants une part des biens parentaux. Mais Bardot a structuré son testament de manière à ce que la majorité de son patrimoine, notamment la Madrague et les revenus futurs de ses droits, reviennent à la fondation. Cela garantit sa survie bien au-delà de sa mort. Dans les interviews, elle a souvent déclaré, avec une certaine amertume, « Les animaux m'ont apporté le bonheur que les hommes n'ont jamais su me donner ». Cette déclaration n'était pas qu'un effet de style, elle était profondément financière et existentielle. Dans un monde où le succès se mesure souvent en voitures de luxe clinquantes et sacs à main de créateurs, Bardot a réécrit l'équation. Pour elle, le retour sur investissement se mesurait en queue qui remue de joie, en sabots sauvés de l'abattoir, en ailes soignées, et en animaux errants stérilisés et aimés. Elle aurait pu choisir le profit, l'opulence, la gloire continue. Elle a choisi le sens, le sacrifice, la compassion. Laisser un héritage bien au-delà de l'héritage matériel. À 90 ans, Brigitte Bardot reste farouchement déterminée à façonner son propre héritage, un héritage qui dépasse les trophées et les titres de films. Dans une rare interview accordée à ses Télérevue, elle a admis que son anniversaire le 28 septembre est pour elle une source d'angoisse plutôt qu'un motif de célébration. « Si vous saviez comme je me fiche de mon anniversaire », a-t-elle déclaré. « Pour moi, ce n'est qu'un jour de plus qui déclenchera une révolution. » Son souhait est simple, que son œuvre, sa cause, lui survivent, même lorsque sa propre voix se taira pour toujours.
Contrairement à de nombreuses célébrités, la planification successorale de Bardot n'a pas été conçue pour assurer une richesse générationnelle à sa famille. Son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, mène une vie discrète en Norvège avec ses enfants et apparaît rarement sous les projecteurs. Bien qu'il héritera de la part légale qui lui revient à son décès, le biographe Yves Bigot suggère que ce ne sera pas grand-chose, car presque toutes ses liquidités, ses biens, et même le poids symbolique de sa célébrité, a déjà été transféré, ou est destiné à l'être, à la Fondation Brigitte Bardot. Cette décision radicale, de privilégier sa fondation plutôt que ses descendants directs, a suscité à la fois une admiration profonde et une vive controverse. Mais aux yeux de Bardot, les véritables héritiers de son cœur, de son combat, sont les animaux. Ce sont eux qu'elle a protégés, soignés, et auxquels elle s'est identifiée si profondément. Comme elle, ils sont souvent incompris, parfois rejetés par la société, mais toujours, inconditionnellement, dignes d'amour. Même sa propriété emblématique de Saint-Tropez pourrait un jour revenir à la Fondation, non pas pour devenir un musée figé de sa gloire passée, mais peut-être un refuge supplémentaire, un centre de repos pour les animaux, continuant ainsi son œuvre au-delà de sa propre existence. Son histoire de vie n'est pas celle d'un luxe pour le luxe, d'une accumulation stérile. C'est celle d'une femme qui a rejeté la richesse, à moins qu'elle ne serve une cause supérieure, une lumière éclairant le chemin des plus vulnérables. En 2025, alors qu'elle s'occupe paisiblement de ses chiens bien-aimés et observe le soleil méditerranéen se coucher sur son havre de paix, la fortune de Bardot ne réside plus dans des comptes bancaires clinquants, ni dans des portfolios d'investissement. Elle vit dans les yeux reconnaissants des animaux qu'elle a sauvés, dans les lois qu'elle a contribué à faire changer, dans le silence de la madrague, qui murmure son histoire. Elle est devenue la matérialisation d'un sacrifice, d'une conviction inébranlable. Et vous, si vous étiez riche et célèbre, quelle cause défendriez-vous avec une telle passion? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire, celle d'une icône au cœur immense, vous a touché, pensez à aimer cette vidéo, à la partager, et à vous abonner pour découvrir d'autres vies méconnues derrière la légende.